Voici Francine Levasseur, 77 ans. Le 20 septembre 2006, sa vie a basculé à tout jamais. Ce jour-là, cette habitante de Berck-sur-Mer a rendez-vous à l'hôpital pour une visite de contrôle. Elle ne s'en doute pas une seconde, mais dans la salle d'attente, le médecin qui doit la recevoir va lui faire part d'une terrible nouvelle, inimaginable. Et le docteur me dit, Madame, il est arrivé un drame chez vous. Je dis, un drame? Votre fille est morte. Ah! Je dis, mais ma petite fille, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et puis, il me dit, Madame, j'ai encore autre chose à vous dire. Alors je le regarde. Il me dit, Madame, votre petite fille est morte aussi. Ah. Pensez bien que c'était la terre qui s'écroulait. Je ne comprenais pas. Valérie Trouillet, 39 ans, et sa fille Harmonie Trouillet, 17 ans, ont sauvagement été tués dans leur petit appartement du centre-ville. Voici une affaire ô combien dans l'actualité. L'histoire d'un tortionnaire qui fait vivre aux femmes l'enfer sans jamais être inquiété, jusqu'à devenir un meurtrier. Et ce sont des corps qui ont été massacrés. C'est pas possible, enfin... Et puis pourquoi? Pourquoi? Qui Il ne fait pas l'effet d'une brute, il ne fait pas l'effet d'un tueur. C'était un homme à femme, mais qui n'aimait pas les femmes. Et avec un couteau dans la chambre de ma mère. Elle était sur le point d'elle-même aller au commissariat pour dénoncer les violences. Et donc, elle devient la femme à abattre. Cette invraisemblable affaire démarre le mercredi 20 septembre 2006 à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Il est 1h15 du matin lorsque l'adjudant-chef Laurent Grard est appelé sur un incendie qui s'est déclaré dans le centre-ville. Un appartement est en train de brûler, avec 2 occupants à l'intérieur. Il y a urgence. On ouvre la porte et une épaisse fumée commence à s'en dégager. Donc on s'équipe avec nos appareils respiratoires isolants. On est dans le noir total, hein, le courant est coupé. On a juste pour lumière nos lampes dont on est équipé en fait. Les pompiers parviennent rapidement à éteindre le feu qui avait pris naissance dans la salle de bain. Il faut désormais localiser les occupants et leur porter secours. On s'est dirigé vers la cuisine. La fenêtre était pas accessible, hein. Il y avait quelque chose qui nous barrait le passage. En une fraction de seconde, le pompier comprend qu'il ne s'agit pas d'un banal incendie. Il est en réalité face à un meurtre. Et en fait, en essayant d'avancer, on a retrouvé un premier corps. On a senti tout de suite que la victime était vraiment inanimée. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. En progressant dans l'appartement, le pompier découvre ce qui semble être une chambre d'adolescent. Et là, couché sur le sol, il aperçoit le corps d'une seconde victime. C'est une jeune femme qui est au sol, donc elle se trouve sur le ventre, dénudée. Malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose pour elle. C'est pas dans la nature humaine de faire des choses comme ça. C'est contre nature, on va dire. Valérie Trouillet et sa fille Harmonie ont bien été tuées. Ces meurtres sont l'épilogue d'une vie remplie de coups durs. Et pourtant, tout avait bien commencé dans la vie de cette maman qui élevait seule sa fille. Belle comme le jour,
En réalité, Valérie était promise à un tout autre destin. Originaire d'un petit village de l'Oise, Valérie Trouillet connaît une enfance heureuse, aux côtés de son grand frère Philippe. À l'adolescence, elle devient une jolie jeune femme et se rêve mannequin. Je pense qu'elle aurait aimé faire carrière dans ce milieu-là. Elle avait des yeux magnifiques, des yeux que même moi je ne voyais plus parce que je la voyais constamment. Mais tout le monde me disait, elle a des yeux. Et une belle blonde aux yeux bleus, oui. Ouais. Il y a même une photo où elle ressemble un peu à Catherine Deneuve, quand elle a une vingtaine d'années. Valérie réalise même un book avec un photographe professionnel dans l'espoir de quitter sa campagne et faire carrière à Paris. Sa maman Francine se souvient que les rêves de sa fille l'inquiétaient un peu. J'aimais pas trop parce qu'elle allait sur Paris et c'est vrai que bon, moi ça me plaisait pas trop, hein, parce que je trouvais que c'était pas... Je suis un petit peu vieille France. Hein. Mais finalement, le destin de Valérie sera tout autre. À 20 ans, la jeune femme tombe folle amoureuse d'un homme. Et 2 ans plus tard, c'est l'arrivée d'un bébé. Harmonie. Mais ce qui devait sonner comme un grand bonheur va en réalité être un premier coup dur dans la vie de Valérie. Sa belle famille avait tendance à se mêler un peu trop du ménage, quoi, de comment il fallait faire à manger, faire la lessive, talalère. Avec la belle famille, ça n'allait pas. Valérie m'a dit, maman, je reviens. Elle a tout cassé. Elle était enceinte d'Harmonie. Séparée du papa d'Harmonie, Valérie décide de s'installer à Berck-sur-Mer. Pour subvenir aux besoins de sa petite fille, elle trouve un emploi de secrétaire médicale. Mais très vite, Valérie a du mal à concilier sa vie de maman célibataire à ce travail particulièrement prenant. Elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas tenir la charge de ce travail. Valérie m'avait dit, mais maman, je ne suis pas capable. Valérie, si vive et si joyeuse, perd peu à peu goût à la vie. Elle tombe alors en profonde dépression. Elle grossit, elle prend des antidépresseurs. Disons qu'en maxi 4 ans, elle a complètement changé. Elle faisait pizza canapé, plus c'est caché, elle regardait la télé, elle bougeait plus, quoi. D'un côté, il y a cette maman qui est triste, qui est dans une situation de sa vie un peu compliquée et un peu en prise avec la dépression. Et puis il y a Harmonie, qui porte magnifiquement son prénom. Oui, et qui reflète ses qualités. C'est une jeune fille harmonieuse, effectivement. Elle est liante, elle est conciliante, elle est arrangeante, elle aime les gens. Harmonie Trouillet n'a que 17 ans, et pourtant à la maison, c'est bien elle, la plus responsable. Il y a une relation fusionnelle entre la maman et la fille, c'est un fait. Beaucoup d'amour exprimé, et on le voit d'autant plus du côté d'Harmonie. Effectivement, elle laisse des petits post-it. Des petits mots doux, des petits mots gentils, des petits bisous, des choses comme ça. Mais je trouve que c'était beau. Elle est très débrouillarde, Harmonie. Elle ne veut pas dépendre des autres. Elle sait que sa maman est dans une situation compliquée. Et donc, naturellement, évidemment, il faut qu'elle l'aide. Elle était un petit peu une petite ménagère avant l'âge. Elle allait chercher ce qu'il fallait au supermarché. Elle faisait le ménage. Ben, quelque part, oui, Harmonie, c'était la maman de Valérie. Mais Harmonie n'en oublie pas pour autant d'être une adolescente. Camille est sa meilleure amie. Elle se souvient de leur soirée passée à discuter de leur vie rêvée. En dessous de son lit en hauteur, il y avait un clic-clac et puis un coin bureau où souvent elle était assise sur la chaise et moi j'étais dans le clic-clac et puis on refaisait le monde et on se réinventait une nouvelle vie, on s'imaginait des années plus tard
chacun avec notre vie. Elle disait, tu sais, mais j'aurai des enfants, tu connaîtras mes enfants. Mais pas tout de suite, il faut que je fasse ma situation. Harmonie adore les enfants. Fraîchement diplômée d'un BEP en carrière sanitaire et sociale, la jeune fille fait du babysitting pour se faire de l'argent de poche. Mais l'adolescente rêve de devenir puéricultrice. Elle avait une patience et puis elle avait ce côté, elle aimait ça se voit, quelqu'un qui a un contact direct avec les enfants. Chacun a son petit truc. Et elle avait ça. Harmonie Trouillet et sa maman Valérie formaient donc une famille unie malgré les galères. Mais le pire était à venir. Car les deux femmes, sauvagement tuées, connaissaient leur bourreau et elles ne se sont pas méfiées. À Berck-sur-Mer, la police judiciaire de Lille, dépêchée sur place, investit l'appartement des deux victimes. Et ce qui frappe les enquêteurs dès la porte d'entrée, c'est qu'ils ont affaire à des crimes hors normes. On se rend compte, mais immédiatement, que la scène a été particulièrement horrible. Ça n'est pas juste en réalité deux corps décédés, ce sont des corps qui ont été massacrés. Retrouvée à demi nue, Valérie Trouillet a perdu la vie dans la cuisine. Son corps ne présente aucune trace de brûlure, le feu ayant été stoppé à temps par les pompiers. Néanmoins, sur son visage, un grand nombre de plaies sont relevées par le médecin légiste. En ce qui concerne Valérie, le légiste va constater 7 plaies à la tête, 7 plaies vitales. L'adolescente, elle aussi, est retrouvée nue, face contre terre. Elle présente une dizaine de plaies à la tête. La violence des coups portés aux deux femmes, les traces de défense sur leurs mains, font penser aux légistes qu'elles ont vécu une longue et lente agonie. L'hypothèse qui sera émise en matière de médecine légale, c'est peut-être l'utilisation d'un marteau de couvreur. Qui à la fois a la singularité de contenir une face contondante, mais également un côté tranchant. Elles ont vu les coups arriver, bien sûr. Et donc elles ont tenté de se protéger, peut-être tenté de le désarmer. Ça, c'est pas impossible, hein. Dans un sursaut de survie. Mais bon, elles faisaient pas le poids. Mais vous allez le voir, l'horreur ne s'arrête pas là. L'expert va aussi mettre en évidence des traces d'ecchymose à l'intérieur des cuisses qui laissent suspecter qu'effectivement, à tout le moins, il y a eu une tentative d'agression sexuelle. Les investigations qui seront diligentées par la suite sur le plan génétique vont démontrer que des actes de viol ont été commis. En effet, le légiste confirmera qu'Harmonie ainsi que sa maman Valérie ont toutes les deux été agressées sexuellement avant de décéder. C'est ce qui, en réalité, donne à ce dossier une dimension complètement folle. Personne ne comprend, personne ne saisit. Qui a voulu tuer cette maman et sa fille, mais surtout qui a voulu les massacrer à ce point? Et dans cette affaire, les enquêteurs vont vite avoir la conviction que Valérie et Harmonie connaissaient leur tortionnaire. En effet, dans le salon, ils relèvent des indices qui laissent penser qu'elles ont reçu un invité juste avant de se faire tuer. Il y a effectivement une petite scène de convivialité. Il reste du gâteau avec le couteau qui a servi à couper le gâteau, un peu de coca dans les verres, des mégots dans le cendrier. On a l'impression qu'effectivement, c'est passé un petit... On a bu un verre ensemble, on a mangé un morceau de gâteau. Et la porte n'a pas été ouverte par effraction, elle était ouverte. On a ouvert à l'agresseur. Quelqu'un qu'elle n'aurait pas connu, à cette heure-là, elle n'aurait pas ouvert. Donc elle devait être avec une connaissance. Et je pense que c'est une soirée qui a dû mal tourner.
Bouteilles de soda, verres ou encore mégots de cigarettes, l'ensemble des objets retrouvés sur place est mis sous scellé. L'ADN du meurtrier s'y trouve peut-être. C'est ce que nous verrons plus tard. En attendant, dans le quartier où vivent les deux femmes, l'annonce de ce double meurtre fait grand bruit et inquiète les habitants. Berck est une toute petite ville, tout le monde se connaît. Personne n'imagine qu'une chose comme ça puisse se produire. Les gens se regardent et se disent « mais est-ce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît ? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui habite un étage au-dessus, en dessous ? Est-ce qu'on le croise ?» Et justement, cette affaire n'en a pas fini de traumatiser les habitants de Berck. Car le nom qui va surgir surprend tout le monde. Et pour cause, ce n'est pas n'importe lequel. C'est le nom du petit ami d'Harmonie Trouillet. À 17 ans, Harmonie Trouillet est follement amoureuse d'un garçon. L'élu de son cœur, c'est lui. Nous l'appellerons Julien, il a 20 ans. Une relation amoureuse qui pourrait bien être à l'origine de ce drame. Pourtant, cette histoire avait démarré comme un véritable conte de fées. Oh, elle était très amoureuse de ce garçon. Oh là là, c'était... Et lui aussi. Parce qu'une fois, il m'a dit, ce sera la mère de mes enfants. Mon Dieu, pauvre gosse. C'était un jeune homme serviable et puis pareil, prêt à rendre service. Dès qu'il pouvait, c'était faire des cadeaux à Harmonie, l'emmener manger au restaurant. Valérie, la maman d'Harmonie, se prend d'affection pour ce garçon si prévenant envers sa fille. Alors, lorsque Julien se retrouve sans logement, car il a quitté le domicile familial, c'est tout naturellement qu'elle lui propose de s'installer chez elle. Valérie, elle l'a accueilli comme si c'était son fils. Je veux dire, elle l'hébergeait, elle le nourrissait. Elle l'a fait avec générosité. C'est une situation plutôt confortable pour lui. Puis surtout, il peut habiter avec Harmonie, avec laquelle il a une relation a priori assez intense. Mais voilà, après 4 ans et demi d'idylle passionnée, Harmonie découvre que Julien n'est plus le prince charmant des débuts. Il va tromper Harmonie, va avoir une relation avec une autre jeune femme. Harmonie va le savoir et elle est profondément blessée parce qu'effectivement, c'est son premier amour. Le cœur brisé, la jeune fille demande alors à Julien de quitter immédiatement l'appartement. Le jeune homme, déscolarisé et sans emploi à l'époque, perd ainsi non seulement sa petite amie, mais aussi un certain confort de vie. Ben, il était nourri, logé, chauffé, enfin tout, quoi. Et même habillé. Parce qu'elle... Oui. Il était, on va dire, il était entretenu. Une rupture qui intervient tout juste 6 mois avant les meurtres des deux femmes. Alors, Julien s'en est-il pris à Harmonie et Valérie pour se venger d'avoir été éconduit et mis à la porte. Pour Francine, la grand-mère, c'est plus que possible. Nous, entre nous, on disait ça peut être que lui, mais on n'avait pas de preuves. Les enquêteurs de la police judiciaire ne vont pas tarder à collecter des informations sur ce garçon décrit comme instable. Et un témoignage en particulier va accréditer la thèse du crime passionnel. Il y a une copine d'Harmonie qui a relaté aux enquêteurs une scène où il aurait poussé et giflé Harmonie. Et Harmonie donc lui avait confié qu'elle en avait peur et qu'elle faisait tout pour l'éviter. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours avant le drame, des voisins racontent que le jeune homme avait fait un scandale dans la résidence des deux femmes pour reconquérir le cœur d'Harmonie. Ce jeune garçon était venu pour tenter de force de voir Harmonie. Il avait tambouriné à la porte. Et Harmonie n'avait pas ouvert. Et ça avait fait du tapage dans le quartier et des voisins s'en étaient plaints d'ailleurs.
Julien fait désormais figure de suspect numéro 1. Les policiers décident d'aller faire une perquisition et ils vont découvrir 3 paires de chaussures ensanglantées. Là, les policiers n'osent même pas y croire. Donc il est placé en garde à vue. Alors, s'agirait-il du sang d'Harmonie et de Valérie sur ses chaussures? Ce jeune homme à peine sorti de l'adolescence pourrait-il être le monstre froid qui a ôté la vie aux 2 femmes? Tout laisse à croire que les policiers sont sur la bonne piste. Ils détiennent des témoins, du sang et un mobile. Pourtant, tout va s'effondrer. Car, manque de chance, Julien, le petit ami d'Harmonie Trouillet, a un alibi béton pour la soirée des meurtres. Effectivement, il explique aux policiers qu'il regardait un match de foot avec des copains. Vérification faite, il y avait bien un match de foot ce soir-là. Et vérification faite encore, les copains qu'il a cités devant les policiers ont confirmé qu'il était bien présent pendant ce match de foot regardé donc devant la télévision. Et puis, les résultats des expertises ADN tombent. Le sang retrouvé sur les baskets de Julien n'appartient ni à Valérie, ni à Harmonie. Selon le jeune homme, il s'agit donc d'une terrible méprise. Pour lui, ces meurtres sont l'œuvre d'un autre, et il va donner un nom aux enquêteurs. Il va lâcher un nom de quelqu'un qui pourrait être un suspect, Stéphane Gros. Stéphane Gros, il le connaît parce qu'il l'a vu lorsqu'il vivait chez Valérie et Harmonie. Il passait de temps en temps. Stéphane Gros. Ce nom est une énigme, car jusque-là, au cours de leurs investigations, les enquêteurs n'avaient jamais entendu parler de cet individu. C'est quelqu'un qui arrive, peut-on le dire, dans l'audition de Sébastien, un peu comme un cheveu sur la soupe. Et quand on essaye de reconstituer le puzzle de la vie de Valérie et Harmonie, Stéphane Gros, on ne sait pas trop où le placer. Même le frère de Valérie, Philippe, et son épouse Christine ne connaissent pas cet homme. Installés à plusieurs kilomètres de Berck, ils décident de mener leur petite enquête à distance. On a des amis sur Berck et tout de suite on appelle, on avait leur coordonnées, on appelle pour savoir s'ils connaissent. Et là, on nous dit oui, on le connaît, mais ils sont fort étonnés que ce soit lui aussi, parce qu'ils me disent c'est un petit gringalet. Ils nous trouvent une photo de lui, et c'est vrai qu'à voir la tête, franchement, on est très, très surpris. On s'attend à voir une grosse brute, parce que Stéphane Gros, il est épais comme un sandwich SNCF. Mais comme le frère de Valérie ne va pas tarder à le découvrir, à Berck, Stéphane Gros n'est pas si inconnu que cela. Et il n'y a a priori rien de suspect chez cet homme, intérimaire, dans une entreprise de menuiserie. Il a bonne réputation auprès de ses collègues et de ses voisins. La rumeur locale décrit un type sympa, que tout le monde aime bien, qui fait un peu d'humanitaire, qui transporte les enfants handicapés le week-end avec un minicar. C'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues. Stéphane Gros, il a sa petite vie, ça tourne bien. Son employeur n'en dit que du bien, ses collègues de travail aussi. C'est pas le profil d'un tueur a priori. D'autant que Stéphane Gros est décrit comme un bon père de famille. Le trentenaire vit depuis 2 ans en concubinage avec Nicole, déjà maman de 2 enfants, nés d'une précédente union. Le couple vient de donner naissance à un petit garçon. Linda, une amie qui souhaite garder l'anonymat, se souvient du bonheur de Stéphane à l'arrivée de cet enfant. Ah, c'était un papa très doux, très attentionné avec son fils. Il aidait sa femme des fois avec le petit, pas de souci. Ils allaient se promener souvent ensemble, ils venaient souvent ensemble à la maison avec les petits.
C'est à cette époque que Valérie et Harmonie Trouillet vont entrer dans la vie de Stéphane Gros et de sa compagne. Tous habitent le même quartier et ils ne vont pas tarder à nouer une solide amitié. Valérie et Stéphane Gros se sont rencontrés au bar PMU où Valérie va acheter ses cigarettes. Ils ont sympathisé, donc en fait, on se connaît bien. Valérie rencontre la compagne de Stéphane Gros et Harmonie va être amenée à faire du babysitting chez le couple. Harmonie va garder l'enfant chez eux. Il vient régulièrement rendre visite à Valérie et boire un verre chez elle. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de son entourage proche. C'est une période heureuse, une période où ni Valérie ni Harmonie ne se doutent qu'elles ont peut-être laissé entrer le diable dans leur vie. Car vous allez le voir, des éléments vont s'accumuler contre Stéphane Gros et ils sont accablants. Souvenez-vous, dans le petit appartement berquois, les enquêteurs avaient retrouvé des mégots, des verres, ainsi qu'une bouteille de White Spirit. Ces éléments ont été analysés par les experts scientifiques et l'ADN a parlé. Stéphane était bien sur la scène de crime. On va retrouver ses ADN sur un mégot, ce qui prouve qu'il était là ce soir-là, et sur le bidon d'essence. L'ADN sur un mégot, ça peut tout et rien dire. Il y a plusieurs mégots, il a pu venir, il a pu passer. L'ADN sur le bidon de White Spirit, déjà ça pose question. Mais c'est l'ADN prélevé sur les corps des victimes qui va définitivement sceller le sort de Stéphane Gros. On va retrouver dans les écouvillons vaginaux de Valérie et d'Harmonie, eh bien, de l'ADN de Stéphane Gros. Donc ça veut dire que, évidemment, il y a eu des agressions sexuelles, il y a eu viol. Ça signe évidemment, de manière certaine, l'implication de cet homme dans ces faits. Pour les enquêteurs, c'est la stupéfaction. L'image du bon père de famille de Stéphane Gros ne serait en réalité qu'une façade. Le 17 octobre 2006, soit un mois après les faits, l'homme est interpellé et placé en garde à vue. Stéphane Gros fait figure de suspect numéro 1. Et pourtant en garde à vue, loin de se démonter, voici ce qu'il raconte sur son emploi du temps de la soirée du 19 septembre, jour où Harmonie et Valérie ont perdu la vie. Les premières dépositions de Stéphane Gros, en fait, vont être une dénégation totale. Il va fournir d'ailleurs un emploi du temps. Il est passé ce jour-là chez Valérie. Il a fumé une cigarette avec elle. Peut-être a-t-il bu un verre d'ailleurs. Il va expliquer qu'il est parti de chez Valérie avant 19h et qu'il serait rentré chez lui. Selon Stéphane Gros, sa visite chez les deux femmes expliquerait la présence de son ADN sur la scène de crime et prouverait également qu'il n'était pas présent au moment des meurtres. Seulement voilà. Quelque chose cloche. Valérie et Harmonie Trouillet n'étaient pas chez elles aux alentours de 19h. On sait par exemple que Valérie Trouillet et Harmonie sont allées faire des courses dans un supermarché et qu'à 19h, elles étaient dans le supermarché. Et on a le ticket caisse qui est à 18h56. Donc là, on est en flagrant délit de mensonge, puisqu'elles ne pouvaient pas être à 18h45 à leur domicile, parce qu'elles étaient au supermarché. Stéphane Gros ment. Et si on ajoute à cela son ADN retrouvé sur le corps des victimes, l'homme est en mauvaise posture. Et pourtant, le suspect ne va pas changer de version. Il va contester envers et contre tout contact sexuel entre lui et ses victimes, malgré les prélèvements génétiques qui démontrent le contraire. Pour les proches de Stéphane Gros, l'homme qu'ils connaissent serait incapable de faire preuve de violence. Tout de suite, on a dit c'est pas lui. Il peut pas avoir fait ça.
Il n'a pas le tempérament à faire ça. Il n'aurait jamais pu s'en prendre à des femmes, puis c'était des amis à Stéphane, donc, mais il s'en prendrait jamais à des amis. Puis en plus, eux, ils ont eu l'ADN, pour eux, ils ont eu qu'un suspect, c'était Stéphane, quoi. Ils n'ont pas cherché autrement. Alors s'agit-il d'une terrible méprise? Pour les enquêteurs, c'est peu probable. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont découvert que Valérie et Harmonie Trouillet ne seraient apparemment pas les seules victimes de Stéphane Gros. En réalité, le suspect présenterait deux visages. D'un côté, celui d'un père de famille, bon camarade, et de l'autre, celui d'un homme violent. On n'a pas, dans le casier judiciaire de cet homme, de marque de condamnation pour des faits de violence qui permettrait de dire on a affaire à un profil violent sur le plan judiciaire. En revanche, quand on creuse sur sa personnalité, sur les relations qu'il a avec son voisinage, sur les incidents qu'il a pu rencontrer, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est doté d'une grande impulsivité. Ainsi, une voisine va témoigner avoir été victime de l'agressivité du Berquois. Nous sommes plusieurs années avant le drame. Ce jour-là, cette femme accoste Stéphane Gros pour lui faire part d'un petit problème de voisinage. Et là, la conversation tourne mal. Elle était venue pour lui demander de s'occuper de son chien et de faire en sorte qu'il ne dérange pas tout le monde. Et elle a fini avec une clé de bras. Il a été violent avec cette voisine qui venait juste lui demander que son chien arrête d'aboyer. On est face à quelqu'un qui est prêt à exploser, en fait. C'est une espèce presque de grenade dégoupillée. Décrit comme colérique, impulsif et violent, ce serait surtout envers ses compagnes que Stéphane Gros se montrerait le plus dangereux. Pour Enquête criminelle, nous avons recueilli un témoignage exclusif, celui de l'ex-belle-fille de Stéphane Gros. Nous l'appellerons Sandra. Pendant 4 ans, elle a partagé le quotidien de cet homme et aurait vu sa mère souffrir sous les coups de celui qu'elle décrit comme un véritable bourreau. Ça pouvait partir de tout et n'importe quoi. Ma mère, une fois, elle a mal repassé sa chemise. Il est rentré en colère, il lui a jeté le fer au visage. Quel genre d'homme est capable de casser un nez parce que sa chemise, elle est pas bien repassée? Faut être fou. Une déflagration de violence qui aurait atteint son paroxysme un soir de juin 2001. Selon Sandra, ce soir-là, son petit frère âgé de 6 ans se serait réveillé suite à un cauchemar. L'enfant se serait dirigé vers la chambre de sa maman. C'est là, dans la pénombre, qu'il aurait été témoin d'une scène à glacer le sang. Stéphane Gros avec un couteau dans la chambre de ma mère. Et je pense pas qu'il vient lui faire un câlin avec un couteau dans la chambre. Et mon frère écrit pour réveiller ma mère à ce moment-là parce qu'il sait pas ce qui va se passer. Je pense qu'il aurait été capable de la tuer peut-être. Vous imaginez le réveil brutal de cette femme qui voit cet homme-là, son compagnon, au-dessus d'elle avec ce couteau. Mais c'est un cauchemar. Elle doit se demander s'il rêve encore ou si elle est éveillée. Cette femme, qui selon sa fille serait passée à 2 doigts de la mort, ne trouvera pas le courage de porter plainte de peur des représailles. Elle n'en parle pas, pourquoi? Parce que malheureusement, il y a toute une série de femmes qui sont victimes ou de violences sexuelles ou de violences comme celle-ci qui ne parlent pas, qui ne disent rien, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont sous emprise. Puis alors après, il y a un climat de menace qui font que ces jeunes femmes, ces femmes ne vont pas déposer plainte. Donc c'est lisse, on ne voit pas, ça ne transparaît pas de la vie de Stéphane Gros. Et la mère de Sandra n'aurait pas été la seule femme de la vie de Stéphane Gros à garder le silence. Plusieurs des anciennes compagnes du suspect auraient été victimes de sa violence. Les enquêteurs vont interroger beaucoup de ses ex-compagnes, puisque c'était vraiment un homme qui collectionnait un peu les conquêtes féminines. Et toutes vont quand même faire le portrait d'un homme extrêmement impulsif et violent.
C'était un homme à femme, mais qui n'aimait pas les femmes. Alors, Stéphane Gros s'en est-il pris à Valérie et sa fille pour les mêmes raisons qui l'ont poussé à maltraiter ses ex-compagnes? Peu probable, car quelque chose ne colle pas. Les enquêteurs ont beau chercher, ils ne trouvent aucune trace de relation amoureuse entre Stéphane Gros et Valérie. Je ne vois pas ma sœur avec un type comme Stéphane Gros. Non pas que je sois fier, mais je connaissais ses goûts. Elle m'en aurait parlé. Si elle sortait avec lui... Je ne vois pas s'abandonner à un tel type. Et si finalement la cible de Stéphane Gros n'était pas Valérie? En effet, les proches des victimes ont de leur côté une hypothèse qui pourrait sembler invraisemblable. La première victime de Stéphane Gros serait en réalité la fille de Valérie, Harmonie. Souvenez-vous, Harmonie était la babysitter des enfants de Stéphane Gros et Nicole. Elle était d'ailleurs très attachée à eux. Il lui arrive même de passer entre midi et 2, juste pour prendre des nouvelles des enfants, voir si tout va bien. Elle s'intéresse aux enfants et donc elle vient souvent, elle passe souvent chez Nicole. Et si Harmonie avait été témoin de choses qu'elle n'aurait pas dû voir? Car il est très probable que Nicole ait elle aussi été victime de la violence de Stéphane Gros. C'est ce que pense Francine, la grand-mère, qui la connaît de vue. Quelques mois avant le drame, elle avait remarqué des traces suspectes sur son visage. Nicole avait des lunettes pour cacher ses saignants, on va dire. J'ai bien vu qu'elle était un peu marquée. Je pense que peut-être Harmonie s'était rendue compte de ce qu'était Stéphane Gros et que elle voulait protéger peut-être Nicole. L'adolescente aurait-elle été mêlée à un drame conjugal qui la dépassait? Harmonie était devenue la confidente de Nicole, malgré la différence d'âge. Et Nicole donc se confiait à Harmonie, elle lui expliquait qu'elle était victime de violences conjugales, violences dures, violences répétées. Il se peut qu'Harmonie ait conseillé à la femme de Gros de ne pas rester avec un type comme ça. Et justement, Nicole s'était décidée à suivre les conseils d'Harmonie. 3 mois avant le drame, le 23 juin 2006, la mère de famille avait poussé les portes du commissariat pour déposer une main courante. Voici ce qu'elle déclarait. Nous avons un enfant en commun de 13 mois. Je souhaite faire les démarches pour avoir la garde de mon enfant. Mon concubin est alcoolique, il boit chaque jour. Au cas où les coups se reproduisent, je n'hésiterai pas à porter plainte. Mais les coups ne se sont pas arrêtés pour autant. Harmonie a reçu d'autres confidences de Nicole. 2 coups et encore 2 coups. Et Harmonie était sur le point d'elle-même aller au commissariat pour dénoncer les violences commises par Stéphane à l'encontre de Nicole. Stéphane Gros aurait-il découvert le poteau rose? Et cette nuit du 19 septembre 2006, s'en serait-il pris à Harmonie et sa maman pour se venger? Après bien des réflexions, je pense qu'elle avait dit à Nicole qu'il fallait qu'elle parte, qu'elle ne reste pas avec un gars comme ça. L'autre, il a vu rouge. C'est peut-être pour ça que ce soir-là, il se dit « Eh bien, moi, on m'a trahi et je vais me venger. » Et donc, elle devient la femme à abattre. Elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Le mobile, il est là. C'est-à-dire que ce soir-là, il est allé pour donner une leçon. La suite de l'histoire est connue de tous. Valérie et Harmonie auraient péri sous les coups de Stéphane Gros. Mais voilà en garde à vue
l'homme conteste formellement s'en être pris aux 2 femmes ainsi qu'à sa compagne Nicole. Pour lui, la réalité est tout autre. Et le scénario qu'il va raconter aux policiers est des plus invraisemblables. Ce fameux 20 septembre 2006, Stéphane Gros ne se serait pas rendu chez Valérie Trouillet de son plein gré. Il prétend qu'il aurait été pris en otage par un dealer à qui Valérie et lui devaient de l'argent. Il affirme qu'il n'est pas l'auteur des coups portés. Selon lui, une fois arrivé à l'appartement des 2 femmes, les choses auraient mal tourné. Faute d'avoir pu récupérer son argent, le mystérieux dealer serait devenu violent. Valérie, elle est dans sa cuisine au moment où il rentre. Et aussitôt, eh bien, il y a l'homme qui va se jeter sur elle et qui va utiliser le marteau. Témoin gênant de la scène, Harmonie aurait subi le même sort que sa maman. Et pour justifier la présence de son ADN sur le corps des victimes, Stéphane Gros accuse son ravisseur de l'avoir forcé à violer les 2 femmes, ce qu'il nie avoir fait. Concernant le white spirit versé sur les victimes, voici ce qu'il raconte. Donc il explique en disant « on m'a demandé de le faire, je l'ai fait, mais j'ai refusé de mettre le feu au corps ». Évidemment, encore une fois, il se met à distance de l'atrocité des faits. À écouter Stéphane Gros, il n'aurait donc été qu'un simple spectateur des crimes. Et cette version, la famille de Valérie et Harmonie a beaucoup de mal à la digérer. Car ils ont à présent l'impression que Stéphane Gros cherche à salir la mémoire de Valérie. On dit tout et n'importe quoi. On a dit que Valérie se droguait. Il est arrivé de Valérie de fumer un petit joint le soir, mais c'était juste pour s'endormir. Mais ça faisait plus d'1 an qu'elle avait complètement arrêté. Et ceci a été prouvé de toute façon lors des analyses de sang. C'était pas une dépravée. C'était vraiment dégueulasse d'ajouter du mal au mal. Et alors que tous sont persuadés que Stéphane Gros ment et qu'il est bien le seul meurtrier des 2 femmes, Gilbert Collard, avocat de la défense à l'époque, va pointer du doigt un élément qui va semer le trouble. Un élément qui pourrait innocenter le principal suspect, Stéphane Gros. Sur les corps de Valérie et Harmonie, un nouvel indice aurait été découvert. On a découvert un second ADN qui n'est pas celui de l'accusé. On va retrouver effectivement sous les ongles de Valérie et dans les prélèvements génitaux d'Harmonie, non pas un ADN, mais en réalité un fragment d'ADN. Est-ce que ça ne démontre pas qu'il y avait effectivement, comme le disait l'accusé, quelqu'un d'autre? Ça pose une question, on se dit, à qui appartient-il? Est-ce qu'il y a eu vraiment un complice? Seulement l'ADN de ce supposé complice, trop dégradé, n'est pas identifiable. Stéphane Gros est donc mis seul en examen pour homicide volontaire, viol, accompagné de torture et actes de barbarie envers Valérie et Harmonie. Et alors que son procès est sur le point de s'ouvrir, vous allez voir que cette affaire est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. Mercredi 11 mai 2011, soit 4 ans et demi après les meurtres, le procès de Stéphane Gros s'ouvre devant la cour d'assises de Saint-Omer. L'homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Pour la famille d'Harmonie et Valérie Trouillet, l'enjeu est de taille. Il y a une grande fébrilité, il y a aussi beaucoup de courage, beaucoup de dignité sur le banc des parties civiles, mais il y a une énorme attente parce qu'on se dit que peut-être cet homme va enfin dire la vérité. Malheureusement, dans le box des accusés, Stéphane Gros ne semble pas disposé à dire la vérité.
l'homme n'a pas changé de version. Pour lui, dans cette affaire, il n'est qu'une victime. Il est pris en otage par des individus qu'il ne connaît pas pour qu'il endosse à leur place le crime. C'est-à-dire, je suis innocent, je n'ai rien commis et je m'en voudrais toute ma vie. Et d'ailleurs, l'accusé, pour prouver son innocence, a une carte en main. Souvenez-vous, un ADN inconnu avait été retrouvé sur les corps des deux victimes. Forcément, ça va être un argument qui va être utilisé par la défense pour essayer d'appuyer la thèse de Stéphane Gros, de dire « j'étais pas seul » et vous voyez d'ailleurs, il y a un deuxième ADN. Et vous allez voir que les avocats de la partie civile vont eux aussi sortir de leur manche une carte à laquelle personne ne s'attendait, une contre-expertise génétique. Elle révèle qu'il y aurait eu une erreur concernant l'ADN inconnu. En fait, il n'aurait pas été retrouvé sur le corps des victimes, mais sur le bouchon de la bouteille d'essence présente sur la scène de crime. Si on le retrouve dans les prélèvements vaginaux, on se dit, bon, effectivement, on pose le problème du complice. Sur la bouteille, bah non, pas forcément. Il suffit qu'un des enquêteurs ait prélevé le bouchon sans mettre, par exemple, un gant pour laisser son ADN. Il suffit que dans un des laboratoires, au moment de la rupture des scellés, au moment où on le sort, que quelqu'un ait pu le toucher. Il est fort probable que ce soit un ADN de contamination. En gros, fermez le banc, c'est pas l'ADN d'un deuxième tueur. Face à ce coup de théâtre, Stéphane Gros ne se démonte pas et campe sur ses positions. Une attitude que même son avocat a le plus grand mal à assumer devant la cour. Il va s'accrocher à cette version qu'on pourrait appeler la version de la prise d'otage. Cette thèse insoutenable, il faut bien le reconnaître, parce qu'elle n'est appuyée sur rien, il va la tenir jusqu'au bout. J'ai même essayé pendant le procès de le faire évoluer, en disant que peut-être s'il donnait une version plus cohérente, il pourrait obtenir un peu de compréhension de la part des jurés. Au troisième jour du procès, pour tenter d'arracher la vérité à Stéphane Gros, la présidente du tribunal va appeler à la barre sa compagne, Nicole, qui aurait également été victime de la violence de l'accusé. Elle veut absolument rentrer dans les méandres de l'esprit de cette compagne qui a forcément des choses à dire. La magistrate a une idée. Pour déstabiliser Nicole, elle décide de lui montrer une vidéo tournée par la police lors de la découverte de la scène de crime. Une stratégie qui pourrait se révéler payante. Ce film, c'est comme si vous rentriez directement de plein pied dans la réalité. Vous ouvrez la porte sur un monde qui va vous happer, ce monde de violence, d'horreur. Elle va voir cette fameuse vidéo de la scène de crime qui choque tout le monde, mais qui la choque elle aussi. Et à partir de ce moment, elle va s'adresser à Stéphane Gros. Et voici ce que Nicole va dire à son compagnon. Réagis, dis quelque chose. Je veux savoir, c'était nos amis. Elle est complètement bouleversée, elle lui dit de dire la vérité. Stéphane Gros dit « mais je suis innocent, ça fait 4 ans que je dis que je suis innocent ». Seulement rien n'y fait, Stéphane Gros campe sur ses positions et emportera sans doute la vérité avec lui en prison. Le jeudi 26 mai 2011, il est condamné à 30 années de réclusion criminelle, assorti de 22 ans de sûreté. Une peine loin de soulager les proches des victimes. Quand le verdict tombe, il ne se passe rien. Moi, j'attendais qu'ils nous disent la vérité, le pourquoi des choses, pour savoir, pour pouvoir mettre un nom sur tout ça, une raison, je veux dire. À Berck-sur-Mer, plus de 10 ans ont passé, mais le souvenir de Valérie et Harmonie hante toujours la petite commune. Un souvenir tellement fort que Francine, la maman de Valérie, n'aspire qu'à une chose aujourd'hui, retrouver sa fille et sa petite fille Harmonie, partie trop tôt.
Moi, de toute façon, je n'attends qu'une chose, c'est de partir. J'ai plus rien. Je me dis, il faut que je vive. Voilà. Alors, je fais une bonne figure, je dis rien. Mais il faut... Je suis obligée d'avancer puisque il veut pas me convoquer là-haut.